Quelle tâche de passer après mon président. Parce que je suis arrivé dans le milieu paralympique il y a maintenant quelques années, une quinzaine, et Sir Philippe Craven était le président de l'IPC et il nous a montré la voie. Et comme il l'a très brillamment exposé tout à l'heure, avec son excellent sens de l'humour, comme quoi les Anglais peuvent avoir de l'humour. C'est peut-être son cœur morbihanais qui parlait. Merci également à Ellie et nos pensées à Marie-Amélie. On sait qu'elle va bien, mais quelle tâche de passer après toi. Je vais vous présenter 8 diapositives et vous donner quelques éléments. La perspective autour de la question de la particularité du projet sportif dans la haute performance parasportive. Je vais vous la présenter sous le prisme, parce qu'on est tous avec nos prismes, le prisme de l'Agence nationale du sport. Pour mettre en perspective, vous rappelez que l'Agence nationale du sport a été créée en 2019 officiellement, lancée en 2019, mais à mon retour du Canada en 2018, j'ai rapidement intégré l'équipe qui a préfiguré la création de l'agence aux côtés de Claude Onesta, manager général de la haute performance. L'agence, c'est 2 volets, c'est la haute performance et aussi un département du développement de la pratique sportive. Alors, je vais vous présenter les slides sous 5 grands points, pour vous faire la lecture. L'état des lieux. Alors, c'est forcément sommaire, c'est forcément incomplet, mais en tout cas, c'est pour donner quelques éléments qui permettent de paver le travail qui est devant nous et que Kelly a très clairement et brillamment exposé tout à l'heure. En prenant le prisme de la haute performance, on prend forcément un prisme réduit, mais l'ambition de la haute performance reste malgré tout étroitement liée au développement de la pratique. On a très peu de pratiquants. La pratique sportive est bénéfique à toutes et à tous, mais on n'a pas une égalité des chances, pas encore. Il faut y travailler, c'est utopique, mais soyons réalistes et exigeons l'impossible. Ça doit rester notre moteur. On a très peu de licenciés dans une pratique compétitive annuelle dans des sports paralympiques. Si je dois prendre un chiffre, c'est 36 000 licenciés à la Fédération handisport. C'est 10% qui sont licenciés avec une licence compétitive dans un des 16 sports paralympiques dont ils ont la délégation. Il y a 28 sports, c'est 3 600 licenciés. C'était parmi ces licenciés 510 sportifs de haut niveau. Et sur ces 510 sportifs de haut niveau, toutes fédérations confondues, on en avait 155 qui étaient aux Jeux de Tokyo. 3600, 155, et avec des performances assez remarquables aux derniers Jeux. Mais tout ça pour dire qu'on s'appuie sur une pyramide, une base de pratique qui est relativement faible. Et forcément, pour construire, plus la base est forte, large, plus on peut construire haut. Et puis on peut aussi créer des échelons de développement qui est aussi un enjeu pour les pratiquants. Tout à l'heure, j'ai eu un sentiment très ambivalent. Je vais être très honnête avec vous. C'est la vidéo de Rio. Comme responsable d'un sport paralympique canadien, j'en ai encore la chair de poule. Ça a été le sport que j'avais eu le bonheur de diriger. C'était un tiers de l'ensemble des médailles canadiennes, la moitié des médailles d'or. Ça doit rappeler quelque chose à Mathieu Jeanne qui vous parlera juste après moi. C'est 28 médailles pour le Canada, c'est autant pour la France. C'est un pays qui a 5 mois l'hiver, la moitié moins de population et qui fait aussi bien que la France. C'est la Nouvelle-Zélande qui est juste une médaille derrière, avec 20 fois moins de population qu'en France. Donc, les résultats canadiens que j'ai eu l'occasion de pouvoir accompagner ont été formidables, ont été bons, pas formidables, ont été bons, mais il y a un vrai décrochage de la part de la France depuis une vingtaine d'années. On est passé brièvement, depuis 2000 à 2016, on est passé de 90 médailles à 28. Le rebond qu'on a connu à Tokyo, c'est de quasiment doubler le nombre de médailles entre Rio et Tokyo. C'est très peu fait dans le passé. Il y a quelques nations qui l'ont fait, mais qui sont des nations avec qui on ne partage pas toujours les mêmes modèles de développement, les mêmes principes d'accompagnement. Je peux prendre comme exemple la Chine au dernier Jeux paralympiques d'hiver qui a multiplié par 60 son nombre de médailles.
avec des stratégies qui lui étaient propres. Le décrochage français, c'est un état des lieux où on ne peut pas pointer du doigt les fédérations, les sportifs, les encadrants, parce qu'ils ont fait avec misère. Le budget paralympique français jusqu'en 2018, c'était la moitié du budget paralympique polonais, et avec tout le respect que j'ai pour la Pologne, ils investissent 5 millions par an, c'est systématique depuis une vingtaine d'années, on était à la moitié de tout ça. Pas compétitif avec des nations qui professionnalisaient, qui mettaient des moyens pour permettre aux encadrants d'être professionnalisés, aux athlètes d'être accompagnés, alors qu'en France, on voyait un certain nombre d'athlètes qui étaient autofinancés pour représenter leur pays, pour se qualifier, et une fois qualifiés pour dans la délégation française pour aller aux Jeux, ils étaient pris en charge. On va dire que comparé à d'autres nations, on n'offrait pas une égalité des chances, et en tout cas, on n'était pas compétitif. Et tout ça, ça fait aussi écho à l'environnement social que ça pouvait créer pour les athlètes et le staff en question, et une certaine précarité. Alors, un projet lancé en 2019, la vision de l'agence, professionnalisée, 2 axes stratégiques. Premier et le plus important, c'est le développement de la pratique pour tous et pour toutes. C'est avant d'en faire des compétiteurs, il faut qu'ils aient un égal accès à la pratique sportive. Et puis derrière, c'est structurer la performance pour optimiser le potentiel. L'engagement, il est clair, il est marqué, c'est de poser la première stratégie paralympique française en 2019, à 5 ans des Jeux de Paris. Quand on y pense, c'est un peu fou, pour être très honnête. Pour avoir travaillé au Canada pendant 20 ans, la stratégie paralympique, elle a 40 ans d'âge. Elle a connu une vraie révolution dans les années 80, mais on a un vrai décrochage. Les 30 ans de retard, des fois, ça peut être aussi... Le sport, ce n'est qu'un reflet de la société. L'inclusion universelle, l'accessibilité, l'égalité des chances, dans un pays beaucoup plus jeune, beaucoup plus neuf, beaucoup plus facile à développer, avec les grands espaces. Ce n'est pas la réalité d'un pays du vieux continent qui a déjà des structures déjà établies. Et pour ceux qui sont en situation de handicap, se transporter à Paris. Les Jeux de Paris, ça sera un super événement, et Élie le disait tout à l'heure, un incontournable, une visibilité sans pareil. Mais le défi de l'accessibilité, il va demeurer, et c'est un vrai dossier de fond, et dans lequel tout le monde devra s'engager. Les spécificités paralympiques, 2 axes stratégiques. Le premier, je le mentionnais tout à l'heure, et c'est Élie qui en a le mieux parlé. Pour nous, le développement de la pratique pour tous, c'est le fait de communiquer. Les Jeux de Paris, ça va être l'occasion, la seule et unique occasion, ou la première, c'est un point de départ, c'est pas une ligne d'arrivée, les Jeux de Paris pour nous, c'est vraiment un point de départ pour le mouvement paralympique et l'ensemble des acteurs engagés au service et auprès des athlètes et nos concitoyens en situation de handicap. C'est communiquer, faire connaître, valoriser, faire savoir. Beaucoup de clubs, et pour l'avoir vécu avec une casquette de technicien, que ce soit ici ou ailleurs, la première peur, c'est la peur de mal faire. Et la peur de mal faire, c'est la méconnaissance. La méconnaissance, ça doit d'abord passer par une phase de sensibilisation, et quoi de mieux que la diffusion de l'ensemble des 22 sports paralympiques à Paris sur l'ensemble des Jeux pour pouvoir justement toucher le public le plus large. Créer du lien entre les réseaux, c'est un exemple aujourd'hui, le réseau médical, le réseau sportif. Pour nous, c'est un passage obligatoire, c'est un passage indispensable, c'est un passage pour être au service d'eux. Offrir et développer des capacités d'accueil. Élie il faisait référence tout à l'heure. Le gouvernement et l'Élysée a lancé un programme qui est largement accompagné par le Comité paralympique sportif français, Fédération handisport, Fédération du sport adapté, pour avoir des clubs accueillants sur l'ensemble des situations de handicap. Un encadrement formé pour les divers handicaps, et puis identifier les opportunités sportives aux Jeux paralympiques. Ce petit carré vert, c'est que la partie compétitive, elle vient au bout d'un chemin. Et ce chemin-là, si on prend que le prisme de la haute perf, on perd tout celui qui est initial, et finalement l'impact il restera
que trop réduit et que trop limité. Alors, sur le deuxième axe, la structuration de la performance paralympique. 5 minutes. On parle d'accompagnement individualisé. Ça paraît relativement un lieu commun. Mais quand vous avez des athlètes qui sont autofinancés, c'est individualisé, mais ce n'est pas une égalité des chances et c'est faire tout seul. Donc l'individualisation, là, elle a pour but de donner les moyens à un individu, quel qu'il soit, de pouvoir se consacrer à son projet sportif compétitif, d'être soutenu pour représenter son pays, d'avoir un encadrement technique, de sciences du sport, médical, social, psychologique, juridique, qui travaille et qui œuvre pour lui donner une égalité des chances et des conditions optimales pour pouvoir exprimer son potentiel. Un staff professionnalisé, c'est pas pointer du doigt le bénévolat et le mettre de côté, c'est dire à quel point on a besoin du bénévolat et du volontariat dans tous les milieux d'aide à la personne, dans le secteur social, dans le secteur sportif évidemment. Mais pour encadrer des athlètes, on a besoin d'avoir des gens qui soient formés, et il y en a déjà un grand nombre qui étaient formés tout en étant bénévoles, mais qui soient aussi rémunérés, qui soient aussi reconnus, valorisés pour le travail qu'ils font. Et là, on a eu, le premier grand dossier qui a été porté par l'ANS a été celui-là. Et est une continuité parce que le chemin reste long. La coordination renforcée. Vous avez peu de moyens ou une augmentation des moyens qui s'est faite, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est donner des conditions de préparation, de stage, de compétition avec l'équipe de France, EDF. C'est pas l'électricité, hein, même si on y fait tous attention en ce moment. Les équipes de France, mais aussi faire un suivi, une coordination avec la réalité de chaque individu, parce qu'ils ne sont pas en permanence en pôle, en permanence en stage, en permanence en compétition. Ils sont dans leur club, leur structure locale, ils s'entraînent de leur côté. Et comment est-ce qu'on crée cette continuité entre leur quotidien et les équipes de France? Et pour tout ça, c'est la mobilisation de forces vives de différents réseaux, que ce soit les chercheurs, les établissements publics. L'ANS, c'est une gouvernance partagée avec les territoires, avec les comités olympiques et paralympiques, avec le milieu du secteur privé, de l'entrepreneuriat. C'est comment faire en sorte que l'on puisse mobiliser tout un ensemble de partenaires et d'acteurs pour pouvoir jouer un rôle de complémentarité, tous ensemble, pour un seul et même objectif, le soutien à la personne, le soutien et la valorisation du projet sportif. Tout ça, c'est une méthodologie, une coordination, une communication qui deviennent des maîtres mots, que ce soit au plus près des athlètes, au sein des fédérations et à travers le réseau sportif. Le déploiement des dispositifs, ils étaient limités avec des ressources limitées. Les budgets fédéraux ont été multipliés par 5 depuis 2018. On est aujourd'hui compétitif avec nos concurrents directs. En Europe, on parle souvent de l'Angleterre comme un pays de référence. On verra dans quelques années s'il reste sur la même place du podium, si c'est deuxième nation mondiale, mais on voit émerger deux pays qui sont engagés sur le développement et sur la haute performance comme on peut l'être. Les Anglais sont particulièrement sur la haute performance, beaucoup moins sur le développement. Donc tous les moyens vont sur la haute performance et l'idée du parcours du pratiquant est peut-être un peu galvaudée et je pense qu'il y aura un prix qui se paiera à ce niveau-là. En tout cas, je leur souhaite de rebondir et puis de regagner des services aux personnes et des services sociaux et des services à l'accès à la pratique sportive. Mais aujourd'hui, on est compétitif avec les Pays-Bas, avec l'Italie, avec le Canada, avec l'Australie. Donc aujourd'hui, on a pu rougir des moyens qui nous manquaient, même s'ils restent insuffisants, parce que par principe, on n'a jamais assez. Mais en tout cas, on est en mesure de pouvoir avoir une certaine décence et de pouvoir vraiment permettre l'expression des potentiels. Je parlais tout à l'heure de donner des conditions aux athlètes à pouvoir se dédier à leur projet sportif. C'est par 25, et là je parle que des budgets d'État, par 25 qu'ont été multipliés l'enveloppe de soutien socio-professionnel. On part de loin. Et multiplié par 25, on a un grand nombre de partenaires qui se sont embarqués. Merci aux Jeux de Paris, la visibilité, la volonté.
La volonté d'accompagner, l'opportunisme, c'est des fois une lame à double tranchant, et à ce niveau-là, on est très précautionneux et on s'assure qu'il y a un engagement dans la durée et qu'il ne soit pas uniquement à l'horizon des Jeux de août et septembre 2024. Et sinon, on parlait de ressources humaines tout à l'heure. Entre l'arrivée de nouvelles fédérations délégataires, l'accompagnement en moyens alloués aux fédérations, en moyens en postes de cadre d'État, on a multiplié par 2 à travers ces différents dispositifs les ressources humaines. L'évaluation des besoins, le fait du réel, c'est ce que j'aime beaucoup dans les propos des chercheurs dans les sciences humaines et sociales. Quelle est la réalité, quels sont les besoins, sur quoi on s'appuie, sur qui on travaille et qu'est-ce qu'on a de pertinent à leur offrir. On a développé l'Agence nationale du sport, un certain nombre d'équipes dans l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des régions, rattachées aux CREPS ou aux établissements publics équivalents. On a 80 employés qui ont été déployés sur le territoire. Dans chaque région, on a un conseiller ou une conseillère paralympique qui fait le suivi de l'athlète pour voir quelles sont ses conditions au quotidien, à lui, à son entraîneur et à sa cellule de préparation, pour voir dans quelle mesure on peut les aider à améliorer et en même temps créer ce dont je parlais tout à l'heure, un retour d'information pour une coordination par les équipes fédérales entre ce qui se passe au quotidien et jusqu'à ce qui se passe au sein de l'équipe nationale. C'est évidemment le Comité paralympique et sportif français, l'INSEP et le réseau Grand INSEP, les équipes haute performance de l'agence, ainsi que du développement. Les réseaux partenaires, alors on parle évidemment des sciences du sport et de la recherche. Il y a eu le plus gros projet de recherche, projet prioritaire de recherche, soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont vous parleront quelques collègues tout à l'heure. Le plus gros projet de recherche porté par le professeur Jean-François Toussaint, qui est ici avec nous aujourd'hui. Il est 100% paralympique. C'est le plus gros projet de recherche dans le sport amateur français de son histoire. 7,5 millions d'euros. On peut évidemment mettre le sport professionnel sur une autre planète. Mais tout ça, c'est pour nous permettre de faire des constats du réel, de nous permettre de construire par rapport à la réalité des pratiquants et pas seulement à des idées, des théorèmes, des modèles qui soient déconnectés du terrain et de la réalité. La formation avec des réseaux partenaires divers et variés, c'est aussi la mise en place de formations interdisciplinaires dont parleront certainement quelques collègues. Et puis finalement, et avant d'arriver à ma toute dernière slide, vous dire que le réseau de la médecine physique et de réadaptation, c'est pour nous un passage obligatoire parce que déjà, c'est un point de passage quasiment systématique pour un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes en situation de handicap et l'accès à la pratique sportive à travers l'Institut, le centre d'excellence et d'expertise qui va être lancé et déployé aussi sur l'ensemble du réseau national. C'est faire en sorte qu'on puisse entraîner un athlète, comme dans le champ olympique, mais prendre en considération son handicap, sa singularité. Et une approche holistique, c'est souvent ce qu'on peut retrouver dans un certain nombre de modèles. Je pense au modèle australien, au modèle canadien, au modèle de développement du pratiquant. Ils prônent ces modèles-là, une approche holistique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas avéré. Les curseurs ne sont pas poussés jusque là où ils devraient l'être. On reste sur un prisme purement sportif. Et l'accompagnement social qui peut se faire dans ces nations leaders en termes de modèle, de structuration, il est très limité, il est uniquement pour une élite. Et je pense qu'à ce niveau-là, les Jeux de Paris, le réseau, l'engagement des institutions, des fédérations, du milieu des territoires et des différents niveaux de gouvernement, on a vraiment un rôle à jouer à pouvoir créer un modèle qui soit plus novateur, un peu plus à tiroir et adaptable à chaque individu et qui soit pratiquant centré, pratiquant ou compétiteur centré, peu importe la pratique qu'on choisit d'avoir. Mais je pense que pour nous, les Jeux de Paris, c'est vraiment un point de départ. Alors, on a évidemment des ambitions. Là, je vous montrerai tout à l'heure, juste après, les quelques points et les orientations post-Paris. Mais Paris, c'est l'objectif de...
on a doublé le nombre de médailles entre Tokyo et Rio. L'objectif, c'est de doubler le nombre de médailles d'or d'ici aux Jeux de Paris. Le constat que l'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est pleinement sur cette trajectoire-là. J'en veux pour preuve les 3 titres de championnat du monde qui ont été réalisés aujourd'hui par le paratriathlon, et on peut les en féliciter. Et sur 8 athlètes qui ont été emmenés par l'équipe, c'est 6 médaillés. Et c'est des jeunes, des moins jeunes, une diversité de types de handicap et de pratiquants. Donc il y a un vrai engagement, il y a des moyens qui sont donnés et il y a une vraie émulation avec les Jeux de Paris. Mais les Jeux de Paris, c'est qu'un début. C'est le mouvement paralympique qui part de loin et pour construire, il faut se donner du temps. Et après les Jeux de Paris, on a une nécessité de poser en amont une stratégie 2025-2040, que ça soit du côté de la haute performance à l'agence ou que ça soit du côté du développement. On est partenaire sportif, on est partenaire performance, on fait avec, on ne fait pas à la place, mais on se veut être une bougie d'allumage et pouvoir orienter, mobiliser et assurer une complémentarité optimale. Et l'état des lieux du réel, c'est les partenariats de formation, de recherche sur lesquels on va énormément s'appuyer pour accompagner l'ensemble des acteurs. Et encore une fois, je remercie François et ses équipes, la Fondation de Garches, pour votre mobilisation et l'invitation aujourd'hui. Et je vous remercie. Des petites questions, oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation, Arnaud, très claire, on t'a suivi tout au cours de ton exposé. Est-ce qu'il y a des questions à Arnaud et l'Agence nationale du sport? Oui, madame. Ah oui, elle me demande de me présenter, donc c'est Samia Angelvin, je suis simple adhérente de Polio France et puis je suis dans le comité handisport. Enchanté, madame. Je voudrais revenir sur l'évaluation des besoins. Vous avez fait un diapo et j'aurais souhaité savoir comment ils travaillent ensemble, en fait. La Maison régionale de la performance, CPSF, l'INSEP, ce sont des organismes, je dirais, plus ou moins indépendants. Et comment la collaboration elle est faite pour qu'on puisse avoir des données assez précises et puis l'évaluation. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle est très simple. Comment un jeune ou une jeune en situation de handicap est détecté pour qu'elle puisse être prise en charge et accompagnée jusqu'aux Jeux paralympiques? Merci pour vos 2 questions. La première chose, ça est des choses très pragmatiques et très simples. Si je reviens sur l'INSEP et le réseau Grand INSEP, RGI, c'est l'acronyme, c'est le pays des acronymes, hein, je suis désolé. Des fois, on tombe dans nos travers et nos habitudes. Le projet de recherche dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le plus gros projet de recherche dans le sport amateur, il a été monté en partenariat avec le comité paralympique, les fédérations, l'INSEP et le Grand INSEP, porté par l'INSEP, et avec Jean-François qui est à la tête de ce projet-là. On est à la co-construction initiale, à l'accompagnement continu et à regarder comment ces projets-là ils vont pouvoir aussi perdurer au-delà de la période de projet de 3 ans et comment est-ce qu'on va pouvoir les transformer, les faire grandir au sein des fédérations, parce que c'est d'abord et avant tout pour elles qu'on travaille et à leur service qu'on est en place. Après, avec le CPSF, je pense que je passe autant de temps dans leur bureau et eux que dans ceux de l'Agence nationale du sport. C'est une communication continue, mais c'est un partage aussi sur les états des lieux qui sont réalisés. Le Comité paralympique et sportif français est membre fondateur de l'Agence nationale du sport, donc il y a aussi au niveau institutionnel et politique un maillage qui est naturel. Mais pour moi, le premier état des lieux sur les besoins, c'est celui qui est fait au sein des fédérations. Et pour faire ces états des lieux, il faut avoir des personnes qui soient disponibles, qui soient à disposition. On a des entraîneurs nationaux qui sont ici aujourd'hui, qui vont intervenir, sont les premiers à être conscients du réel, de la réalité et des besoins. Donc c'est dans notre dialogue de gestion avec les fédérations et l'accompagnement des moyens, il est lié justement à cette évaluation et à ces projets qui sont construits, qui étaient peu soutenus et peu structurés,
Et le retour des informations que nous donnent les fédérations nous permet d'avancer et de prendre des décisions en connaissance de cause. Et les maisons régionales de la performance sont des équipes de l'ANS. On a doublé l'équipe. J'étais tout seul pour les 28 sports et 15 fédérations, on est maintenant 2. Ma collègue, ma collaboratrice qui m'a rejoint, son travail, sa première mission, c'est de faire l'animation de l'ensemble des conseillers paralympiques dans les régions et de faire un suivi de projets, de partager avec les fédérations et de pouvoir nourrir la réflexion. Voilà un petit peu la dynamique de partenariat. Et pour votre dernière question, je vous dirais que le premier acteur, le premier répondant, c'est les structures sportives accueillantes. Pour nous, et vous êtes membre handisport, donc les fédérations restent le premier acteur. La délégation et le droit de porter et de développer la pratique sportive. Et une délégation, c'est sur le champ compétitif uniquement. Le droit de délivrer des titres de champion de France, d'emmener une équipe à l'international, etc. Mais le premier acteur à accompagner, ce sont les fédérations délégataires, que ce soit dans le champ paralympique ou non paralympique. Parce que 28 sports paralympiques entre les Jeux d'été et d'hiver, ce n'est pas l'ensemble des pratiques. Et pour vous répondre, je vous dirais que les moyens qui sont donnés, par exemple, à la Fédération handisport, par licencié, donc au prorata du nombre de licenciés, le soutien est 10 fois plus important à la Fédération handisport sur les moyens donnés au développement de la pratique sportive, sur les fonds d'État, par l'ANS, qui ne le sont pour une fédération olympique ou dite du milieu ordinaire. Donc, les moyens sont donnés, ils sont présents et on travaille à les renforcer, d'où le besoin de travailler sur la stratégie de développement et de pouvoir faire évoluer des dispositifs qui avaient un peu 15 ans d'âge, malgré tout, et comment est-ce qu'on les fait mûrir et comment on les rend encore plus pertinents et impactants. Mais pour nous, l'enjeu, c'est de donner les moyens aux acteurs du milieu sportif. J'espère avoir répondu à votre question, à vos deux questions. Merci, oui, merci bien. Souhaite développer des projets. Je sais que nous avons des difficultés pour avoir des données, des statistiques, etc. Donc parfois on ne sait pas à quelle porte on doit frapper. C'est exactement ce que mentionnait Élie Patrigeon tout à l'heure. On doit rester précautionneux sur les données que l'on a parce qu'elles peuvent être partielles ou incomplètes. Les projets de recherche nous permettent justement de pouvoir faire ces constats du réel, de la situation. Et ces projets de recherche, ils sont faits conjointement et ils sont faits au sein des fédérations. Et derrière, pour nous, ce qui est important, c'est que les fédérations s'engagent aussi à faire un recensement. Alors, comme le disait Élie tout à l'heure, justement, il y a des précautions à prendre sur la protection des données. Mais on n'a jamais eu autant de chercheurs engagés sur le champ paralympique et parasport. Le projet Paraperf, dont je parlais tout à l'heure, c'est 18 laboratoires. C'est quand même très conséquent et c'est disséminé sur le territoire. On a aujourd'hui 15 fédérations délégataires dans le champ paralympique. Donc c'est autant d'acteurs qui nous permettent de remonter les informations. Mais derrière, je peux aussi renvoyer la balle en disant que nous, on a du mal à avoir des informations de la part des fédérations. Et les discussions qu'on a pu avoir avec la présidente et les élus de la Fédération handisport et leur nouveau directeur technique national récemment, c'est justement que les territoires puissent remonter l'information, puissent partager en interne, parce qu'une fédération, c'est une fédération nationale, mais tout son maillage territorial. Et la collaboration, c'est le seul moyen de pouvoir partager un état des lieux, partager des besoins, et puis aller de l'avant en connaissance de cause. Merci bien. Tu n'as pas parlé du monde de l'entreprise. Est-ce que dans le développement, il aurait une position particulière? Est-ce qu'il y a des liens avec le monde de l'entreprise? Le sport au travail, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus... et souvent, d'ailleurs, le monde de l'entreprise dit qu'ils sont un peu oubliés dans cette stratégie. Est-ce que dans le parasport, il y a également des réflexions? Alors, je sais que tu as développé des projets, notamment sur la dimension recherche, avec des industriels de renom français, des fleurons. Mais finalement, dans le développement, est-ce que c'est pertinent ou pas?
poser la compliqué. question, c'est répondre, François. Évidemment que c'est indispensable et c'est important. Je peux déjà répondre sur le fait que le développement des conditions données dans le secteur socio-professionnel pour les athlètes, c'est un engagement. L'État ne fait qu'être une bougie d'allumage. Nous, on participe à un partenariat qui se fait toujours avec une entreprise du secteur privé ou public. Je peux penser à l'armée, aux douanes, à la police et à d'autres partenaires. Mais c'est énormément d'entreprises. Et leur volonté derrière, on ne m'appelle pas, je te rassure. Désolé. Tout ce qu'il y a derrière, c'est aussi une volonté de ces entreprises-là de pouvoir déjà valoriser, engager les partenaires, les membres d'équipe, les salariés, à la sensibilisation à la pratique sportive. C'est aussi de l'aide à l'emploi. On a eu la semaine d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Le taux d'emploi est bien moindre. On parlait de la pratique sportive, mais le sport, c'est un reflet sociétal. Et l'enjeu, c'est de pouvoir sensibiliser à l'accès à la pratique, à la plus-value de toutes et tous, quelles que soient leurs conditions au sein du milieu associatif, public ou privé. Et derrière, dans le travail de stratégie 2025-2040 sur le développement à l'agence, ça se fait en partenariat avec l'ensemble de la gouvernance de l'Agence nationale du sport, les territoires, le MEDEF, des entreprises. Et donc, c'est une mobilisation de toutes et tous. C'est la volonté. Merci beaucoup. Une dernière question, allez-y. Oui, moi je voulais rebondir. Alors, je suis Régina Fenelu-Benatu, donc je suis aussi au GLIPA et je suis sportive, pas de haut niveau, mais sportive de loisirs. Je me posais ça au niveau de Courbevoie, je me posais simplement la question, en fait, par rapport à Paris 2024, quels sont les, comment, enfin, quand on voit l'état de la situation parisienne, notamment en termes d'inaccessibilité, est-ce que on va refléter effectivement ce que vous précisiez en début de votre présentation, les 40 ans qu'on a perdus par rapport au Canada, je pense au Québec, qui est effectivement ils ont une politique inclusive, notamment dans l'emploi, je connais bien, et je trouve qu'on ne s'inspire pas assez des modèles. Alors, est-ce que notre fierté française pourra être à la hauteur d'autres pays et comment vous y arriverez? Waouh, quelle pression! Bon, on est fiers, hein, le coq qui représente notre équipe de foot en ce moment, en est le parfait symbole. Comme disait Philippe Craven tout à l'heure avec beaucoup d'humour, on aime bien les charriers, mais les Anglais ont organisé les Jeux en 2012 avec une ville de Londres qui n'est pas beaucoup plus jeune que celle de Paris, et ils ont réussi à relever ce défi. C'est un défi politique. Pour être très honnête avec vous, à l'Agence nationale du sport, on est partenaire des régions, des territoires, mais les budgets qui sont au sein de ces régions-là, pour le secteur du sport en général, plus tous les secteurs, tous les services associés, la solidarité et les services sociaux, le transport, l'accessibilité, sont des budgets qui sont principalement portés et dans les mains des régions, des départements, des agglomérations. Pour nous, la gouvernance partagée, c'est de pouvoir sensibiliser, engager l'ensemble de ces partenaires institutionnels, politiques, on va dire plus locaux, à faire l'état des lieux et à vraiment prendre à bras-le-corps cette mission-là. C'est un travail qui est étroitement mené par le Comité paralympique et sportif français dans le dialogue de gestion avec Paris 2024, que je ne représente pas, qui est le comité d'organisation des Jeux, et l'ensemble des acteurs politiques de la région Île-de-France, parce qu'on parle des Jeux de Paris, mais il y aura d'autres régions et d'autres villes qui seront engagées autour de ce projet-là. On peut penser à Châteauroux qui va accueillir le tir et le paratir sportif pendant les Jeux, dans la région centre-Val-de-Loire. L'enjeu, c'est un enjeu politique, un enjeu de sensibilisation. Et le fait de pouvoir avoir, comme le disait très justement Élie tout à l'heure, 4500 athlètes en situation de handicap qui vont être là pour briller et au-delà de donner un formidable spectacle sportif, ils vont vivre dans Paris, ils vont se mouvoir dans Paris. Il y a l'ensemble des Français qui désirent participer et bénéficier et profiter des Jeux de Paris, qu'ils soient olympiques ou paralympiques, soient accessibles et soient un enjeu, une chance donnée à toutes et à tous, qu'on soit
du milieu ordinaire ou en situation de handicap. Donc je pense que les Jeux de Paris, ça va être un révélateur. Il y a un vrai retard qui a été pris par la région. Derrière, on sait que les enjeux de transport et d'accessibilité sont des enjeux extrêmement coûteux, mais nécessaires, parce que le handicap, c'est aussi la mobilité réduite. On est tous des personnes en situation de handicap, parce qu'on va tous vieillir, et on va tous en bénéficier. Et derrière, le propos, c'est souvent de dire que derrière le handicap, c'est l'ensemble de la société qui en bénéficie. Et vous parliez de mon autre pays de cœur. Il y a des modèles sociaux qui sont bien plus avancés et beaucoup de travaux qui ont été menés. Mais il y a encore beaucoup de défis qui restent à surmonter outre-Atlantique. Donc il n'y a aucun pays qui est parfait, mais c'est sûr que la barre est relativement élevée. On a encore beaucoup de travail à faire en France. Et c'est l'ensemble des acteurs qui mobilisent et sensibilisent ceux qui sont en charge et ceux qui sont responsables de mener ces politiques et ces investissements. Merci beaucoup. Merci.